Bonjour à tous donc, je suis Alexandre Bizien et je vais vous présenter aujourd'hui un exemple de mise en production d'un traitement FME qui utilise donc de l'IA. Avant que je vous présente le traitement, il faut que je vous présente un peu le contexte dans lequel on essaie de le développer. Ici, on va essayer de traiter de manière automatisée des factures PDF pour les exploiter et enregistrer leurs données dans une base Postgre. Le contexte est le suivant. Nous avons un fournisseur, ici Safe Software, qui nous envoie de manière régulière des factures PDF par mail. On a donc développé une automation FME Flow qui vient déclencher un traitement à la réception de ce mail. Et ce traitement FME, il a deux rôles principaux qui vont être le stockage du fichier, donc stockage froid, stockage longue durée, et l'exploitation et l'intégration des données PDF dans une base Postgre. Le PDF, il ressemble à ça. Voilà, une facture classique. Et donc, c'est dans cette facture qu'on va chercher à récupérer des données et extraire des informations qui nous intéressent. Le problème de ce PDF, donc, c'est que c'est une donnée qui est non structurée et qu'on va devoir traiter comme du texte pour extraire les valeurs qui nous intéressent. Dans FME, on va pouvoir utiliser le reader PDF qui va nous permettre de représenter le fichier PDF comme une carte. Chaque texte qui se trouve sur le PDF va être représenté donc par un point liblé qui va être placé sur cette carte, sur cette page, et on va pouvoir récupérer ces informations dans FME, autant le texte du liblé, donc le texte qui est présent dans le PDF, que sa position et la valeur des informations qui nous intéressent. Le fait est que pour récupérer ces informations, il va falloir qu'on développe un traitement sur mesure pour extraire les valeurs qui sont importantes. Voilà un exemple de traitement qui n'utilise pas de l'IA ici, qui permet d'extraire cela. On a fait un traitement qui va traiter ce PDF de facture et vous voyez une méthode classique euh, ressemblerait ici à ça. Alors ici, le but, c'est pas de vous montrer en détail le fonctionnement de ce traitement et de vous montrer les transformers qu'on a mis en place, les expressions régulières qu'on a mis en place pour extraire les valeurs, mais plus de vous montrer la complexité globale du traitement. Là, vous voyez dans la partie orange, on a toute la partie donc export et structuration des données du PDF qui se trouve ici. Et vous voyez que c'est un beau bébé. On va dire une usine à gaz, un traitement qui a beaucoup de transformers et qui pourrait être un peu difficile à maintenir. Surtout un traitement qui est donc euh, designé, taillé pour ce fichier PDF que je viens de vous montrer. La problématique donc de ce traitement, c'est qu'on a une source de données qui est donc difficile à exploiter, sur lequel il va falloir faire des traitements compliqués et sur mesure pour extraire les valeurs. Ça donc demande un temps de développement qui est assez important. Et surtout, le traitement qu'on a fait ici, il ne fonctionne qu'avec le modèle des factures qu'on a utilisé. Donc, si on voulait réutiliser ce traitement sur un autre PDF ou si le modèle de facture était amené à changer, et ben, il faudrait qu'on redéveloppe ce traitement, mettre à jour à minima. Et donc, ça va induire des temps de maintenance qui sont importants. La maintenance, la surveillance du traitement qui est si automatisé. On a donc voulu adapter cette méthode pour plutôt utiliser de l'IA. Il s'avère que Safe nous envoie un autre fichier que les factures, il nous envoie aussi des avoirs. On souhaitait réadapter ce traitement pour récupérer aussi les informations des fichiers d'avoirs qu'ils nous envoient. Alors on a fait ce traitement. En formation, je vais vous remontrer donc ce traitement qu'on a utilisé pour faire le traitement des factures dans un premier temps. Et donc toute cette partie orange que vous voyez, qui est ici la partie d'export et de structuration des données du PDF, on a pu la remplacer par cette chaîne de transformers qui est assez simple. Vous voyez ici 4-5 transformers qui sont placés. On a un agrégateur pour agréger les données des différents points et les différents textes. Et on a un tribute creator pour créer les prompts pour l'envoyer à l'IA. Un transformer connecteur à l'IA, ici Mistral AI Connector, qu'on vous a présenté précédemment. Et un transformer JSON Extractor qui permet d'extraire les données que nous ont répondu l'IA. Donc ici, toute la logique FME a été remplacée par un prompt et l'appel à l'IA, globalement. Ce prompt, on peut peut-être le regarder un peu plus en détail. Ici, vous avez une partie du prompt qui vous est affichée. Et peut-être que je peux vous donner quelques recommandations sur la manière de rédiger ce prompt. Alors tout d'abord, il faut penser, je pense, à rédiger son prompt en anglais. Les modèles de langage ont été très largement entraînés sur des jeux de données qui sont plus généralement en anglais. Et donc, ils risqueront d'être plus pertinents si on leur prompt en anglais et si on leur demande des réponses.
Il faut aussi être très descriptif. Le but, c'est pas de simplement d'envoyer un prompt à l'IA en lui disant d'analyser le PDF et de nous envoyer un JSON. Il faut qu'on lui donne un peu de contexte sur ce que c'est le PDF, ce que contient enfin, quelles sont les informations qu'il contient, et aussi des informations sur le résultat qu'on attend. Notamment donner la structure du données attendues. Nous, ici, on lui demande d'extraire les données du PDF pour nous les répondre dans un fichier JSON structuré. On lui donne ici la structure du JSON, un exemple de JSON que l'on attend, sur lequel il va se reposer pour nous répondre. Alors, l'IA, il faut lui préciser aussi de ne pas être verbeux, parce que de manière générale, l'IA, elle va avoir tendance à répondre en disant, bien sûr, voici le JSON que vous me demandez, c'est une très bonne question que vous posez là. Voilà, toutes ces parties de texte qui sont souvent en amont ou en aval de la réponse qui nous intéresse, eh ben, on veut les retirer. Elles vont nous embêter la plupart du temps. Donc pour ça, on va demander à l'IA dans le prompt de ne pas être verbeux, et quitte à la répéter plusieurs fois à l'intérieur du prompt pour s'assurer que ce soit bien ancré dans le contexte. Enfin, on va détailler des cas particuliers. Nous, on avait des cas de format de date un peu, voilà, j'allais dire bizarre. C'est pas forcément bizarre, mais c'est juste que c'est les formats américains. La facture ici vient de Safe qui est situé au Canada, et donc on a des formats de date qui sont au format mois, jour, année. Donc il faut lui préciser pour pas qu'il se trompe et pour pas qu'il y ait de confusion à ce niveau-là. On va aussi lui préciser que faire quand il n'y a pas de données là où on devrait en avoir, ou par exemple, dans notre cas, si les données sont réparties sur plusieurs pages PDF, comment, comment s'arranger pour les agréger dans notre JSON de sortie. Alors, quand on va utiliser des modèles d'IA, on va avoir des points d'attention et des questions à se poser, notamment ici sur la localisation, où est-ce qu'on va envoyer nos requêtes et où est-ce qu'on va faire tourner l'IA qui va nous répondre. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut soit passer par des fournisseurs de modèles qui sont OpenAI, Mistral AI, Google, Anthropic, toutes ces entreprises qui créent des modèles de langage, d'accord, et qui les proposent à travers d'une API qui est payante. Vous avez la possibilité de donner des crédits, d'acheter des crédits euh, sur ces services-là, et vous allez payer à l'utilisation les différentes IA qui sont proposées chez ces fournisseurs de modèles. On peut aussi passer sur des solutions qui vont être plutôt on-premise, euh, avec Olama par exemple. Olama, c'est un logiciel à installer sur vos propres serveurs, et vous êtes en capacité aujourd'hui d'installer votre propre serveur avec votre modèle d'IA en interne, on-premise, pour garder une certaine souveraineté de vos données et du traitement de celles-ci. Et enfin, il y a la solution un peu intermédiaire qui sont les plateformes d'inférence. C'est les services comme Azure ou AWS qui proposent, au travers de leurs services, des moyens d'utiliser des IA sans avoir toute la partie exploitation, sans mettre en place des machines pour les héberger, et donc leur demander d'héberger les IA pour nous. Autre que la localisation, il va y avoir d'autres points d'attention, comme le modèle à utiliser. Moi, je distingue ici deux types de modèles différents. Les modèles commerciaux et les modèles open source. Dans les modèles commerciaux, on retrouve les fameux ChatGPT 4.1, O3, Gemini, Mistral Large. Tous ces modèles-là sont des modèles qui sont développés par des entreprises, et des entreprises qui se gardent ces modèles à des fins, enfin, pour les exploiter. Donc ces modèles-là, vous ne pouvez y accéder généralement qu'au travers des fournisseurs de modèles, comme OpenAI, Mistral AI, etc. Parfois, les modèles sont disponibles sur les plateformes d'inférence. Il me semble qu'AWS a des contrats avec certains de ses fournisseurs de modèles pour pouvoir les proposer au travers des services AWS. Donc ça peut arriver. Et de l'autre côté, donc, on a aussi les modèles open source, Llama, DeepSeek-R1, Mistral 7B. On remarquera ici que Mistral, ils font les deux types de modèles, hein. Ils font des modèles commerciaux comme des modèles open source. Et donc ces modèles open source, ils vont avoir l'avantage d'être libres, et on va pouvoir les récupérer, les télécharger pour les installer notamment sur des solutions on-premise ou sur les plateformes d'inférence de manière générale. Le tout, c'est de confronter ces différents modèles à notre cas d'utilisation. On va avoir des modèles qui vont être plus performants sur des problématiques mathématiques, on va avoir d'autres modèles qui vont être plus performants sur des problématiques de génération de code. Bon, bah, nous, en fonction de notre cas d'utilisation, il va falloir qu'on trouve le modèle qui répond bien, au moins, euh, par rapport à ça. Donc, il faut qu'on confronte, qu'on teste ces modèles par rapport à ce qu'on veut en faire.
Enfin, est-ce qu'on a les outils pour appeler ces différents services et ces différents modèles? Bah, comme vous le voyez ici, on a tout un tas de transformers, toute une palette de transformers qui est disponible pour appeler ces différents services. On peut passer par les fournisseurs de modèles, chez OpenAI ou Google Gemini avec les connecteurs associés. On a aussi donc, le Mistral AI Connector qu'on vous a présenté précédemment et qu'on a sorti ici pour cette conférence. On a les transformers pour utiliser plutôt les plateformes d'inférence, donc les services d'Amazon, hein, Amazon Bedrock, ou les transformers Ollama Connector pour les solutions on-premise lorsqu'on souhaite héberger nous-mêmes nos propres IA. Donc tous les outils existent pour les différentes manières d'utiliser l'IA. Nous, notre choix, ça a été d'utiliser Mistral AI euh, pour des raisons tout d'abord chauvines, hein. C'est un service français, on souhaitait privilégier une entreprise française, mais aussi en étant un service français, ils ont une politique de confidentialité qui est plus en accord avec ce dont on avait besoin, notamment quand on a un service payant chez Mistral AI, ils sont RGPD compatibles, et nous, on avait besoin de cela pour le traitement de données de facture qui peuvent être des données sensibles. Aussi, après test, bah, on a vu que Mistral Large, qui est le modèle principal chez Mistral, répondait aux besoins. C'est-à-dire qu'il fait bien son travail, il répond bien le JSON avec les données extractes, et bah, il fallait quand même le vérifier. Bon, il faut quand même qu'on contrôle ça sur le long terme, à voir si ça fonctionne qu'une fois sur deux ou, sur 11, enfin, peu importe, voilà, faut voir le taux de réussite de l'IA par rapport à ce qu'on lui demande. Mais a priori, sur les premiers tests qu'on a fait et sur l'exécution qu'on en a depuis un moment, ça fonctionne pour le moment plutôt bien. Aussi, c'est un prix adapté pour un besoin ponctuel, en tout cas. On aurait pu imaginer installer une solution on-premise pour faire cela, sauf que ça aurait nécessité d'installer des gros serveurs avec des grosses ressources et donc, avoir toute la maintenance qui va avec. Et ça, c'était une solution qui était trop lourde pour le besoin qu'on en avait. Alors, je parle de prix. Je vais vous montrer un exemple de facture là, de Mistral qu'on a eu pour le mois de mars. Alors que durant le mois de mars, donc, on a eu des développements plus de la mise en production du traitement en question. Donc, on a eu plusieurs appels qui ont été faits. Vous voyez que ça nous a coûté ici que 2 centimes pour le mois de mars, ce qui reste très, très bas. Alors, le retour d'expérience par rapport à la mise en place de ce traitement-là, c'est que ça a été vachement plus rapide à mettre en œuvre. Euh, Ça, c'est assez simple à voir, je pense. Quand on compare les deux traitements, on a un traitement qui était assez compliqué avec beaucoup d'expressions régulières et beaucoup de transformers qui fonctionnaient les uns avec les autres. Ici, on a mis en place un transformer avec de l'IA, on lui a saisi le prompt qui décrit tout ce que l'on souhaite faire et ça a fonctionné. Bien évidemment, il a fallu réajuster le prompt lors de nos tests, lors du développement, mais globalement, ça a été bien plus rapide à mettre en œuvre. C'est surtout aussi plus facile à maintenir. Là, le traitement a été vachement simplifié, tout est décrit dans un prompt, et je pense qu'il est plus simple de lire et de corriger un prompt que de reprendre le traitement que je vous ai montré euh, avec l'ensemble des transformers. On a un coût qui est plutôt faible. Globalement, ici, ça ne nous a pas coûté grand-chose, et on a un traitement qui est relativement fiable, en tout cas à évaluer sur le long terme, mais je pense que quoi qu'il arrive, il sera plus fiable que la méthode où on développait un traitement sur mesure pour le PDF. Car ici, si le PDF changeait légèrement, ça affecterait pas trop notre traitement. On ne serait pas obligé de redévelopper tout notre prompt en fonction du PDF qui est reçu. Par contre, on a une exécution qui est plus lente que la première méthode que je vous avais montrée. Si avec l'IA, on a une exécution de 25 secondes contre 2 secondes pour la première méthode, bon, bah, ici, ça ne nous dérange pas trop. C'est un traitement qui est relativement ponctuel et on a de la place sur le FME Flow pour faire tourner cela, donc ça ne nous dérange pas. Donc pour la conclusion, ici, on a mis un traitement qui est bien fonctionnel, hein. On a un usage réel de l'IA dans un cadre de traitement qui est mis en production, c'est-à-dire au but d'être automatisé ou planifié. Il faut quand même tester les différents services et les différents modèles pour notre cas d'usage, pour vérifier celui qui répond le mieux et qui va répondre correctement, en tout cas. On a plusieurs moyens d'utilisation. On a la possibilité de passer par des fournisseurs de modèles, par les plateformes d'inférence ou de passer par des solutions on-premise. Et on a toute la palette de transformers qui nous permet de répondre à ces différents cas d'usage.